Jeudi économie. Jeudi économie. Jeudi économie. Économie, finance, dirigeants, banque, assurance, conseil audit, marketing, communication, industrie et technologie. Je dis tout cela dans Jeudi économie. Jeudi économie. Jeudi économie, c'est chaque jeudi de 12h à 13h sur Radio Algérie Internationale. Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de votre émission économique Jeudi économie. Le projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2012 a été voté par l'Assemblée populaire nationale. Ce texte qui porte sur l'exécution effective de la loi de finances complémentaire 2012 indique que le déficit réel du budget de l'État avait été de 3 570 milliards de dinars contre une prévision de 4 276 milliards de dinars par la loi de finances complémentaire 2012, soit un différentiel en baisse de 16,5% par rapport aux prévisions. Que signifie ce genre de mesures financières pour la gestion du budget d'un État? Beaucoup appellent à réduire l'année de référence de l'étude de la loi sur le règlement budgétaire et ce pour permettre un contrôle plus efficace de la gestion des fonds publics. Pourquoi? Quels seront les acquis économiques? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, mes invités sont Hayat Meziani, député Front des forces socialistes. Est avec nous également Monsieur Belkaïd Abdelaziz, député MSP, Mouvement de la Société pour la Paix. Est avec nous également Nadia Chouitem, députée Parti des Travailleurs. Merci mes invités d'avoir accepté notre invitation. Donc première question, déjà quel est le rôle de ce genre de texte? Qu'est-ce que cela ajoute surtout à notre économie? Madame Tayati Meziani. En fait, la loi de règlement budgétaire, elle vient pour éclairer sur les conditions d'exécution de la loi de finances de l'exercice considéré. Donc la Cour des comptes, en fait, est chargée d'élaborer un rapport d'appréciation sur l'exécution du budget ou des crédits octroyés au niveau des ministères pour l'année de 2012. Donc en fait, le Parlement procède à un contrôle parlementaire sur la base d'un rapport élaboré par la Cour des comptes, qui est le conseiller financier de l'APN, pour pouvoir vérifier ou contrôler les conditions dans lesquelles sont exécuter ces budgets et voir aussi les recettes par rapport aux prévisions, comparer les recettes par rapport aux prévisions et ensuite en évaluer le résultat. Oui, voilà, oui. Monsieur Belkaïd, qu'est-ce que cela ajoute à notre économie, ce genre de texte, ce genre de prévision? Auditrices, auditeurs, salam alaikum. Concernant cette loi, comme l'a dit notre collègue, c'est-à-dire, c'est vrai que avant, c'est-à-dire cette loi au règlement budgétaire, c'est un résultat d'un combat mené par les députés depuis 1997 jusqu'à présent. Ça fait 13 ans. Pour réactiver encore une loi qui a été bloquée en Algérie depuis l'année 83. C'est vrai que la loi de règlement budgétaire maintenant représente une grande opportunité pour l'APN pour débattre les conditions d'exécution de la loi de finances considérée. Mais seulement, comme l'a dit notre collègue, c'est-à-dire c'est vrai que la Cour des comptes établit un rapport d'appréciation sur l'exécution sur les conditions d'exécution de la loi en vigueur, seulement que les appréciations apportées par la Cour des comptes, c'est vrai que le gouvernement répond des fois, c'est-à-dire les causes pour ces appréciations, mais seulement que la réponse portée par le gouvernement, à notre avis, reste toujours une réponse, comment dirais-je, subjective. Parce que celui qui exécute, c'est pas forcément celui qui contrôle. Le contrôle se fait normalement par un dispositif neutre ou bien un dispositif, c'est-à-dire soit un dispositif, c'est-à-dire un organisme
un organisme de l'APN. C'est-à-dire, on peut pas, même, maintenant, si je pose, parce que je prends un exemple, pour les postes vacants, c'est-à-dire le rapport d'appréciation de la Cour des comptes, il cite qu'on a un déficit de 143 000 postes vacants pendant l'exercice 2012. La réponse du gouvernement, il dit qu'il y a 3 causes. Bon, sans citer les causes apportées par le gouvernement, si seulement, qu'est-ce que représentent ces causes en proportion par rapport aux 143 000 postes vacants? C'est-à-dire, au niveau de l'APN, on ne sait pas, est-ce que c'est juste, est-ce que ces causes sont vraies, sont pas vraies, est-ce qu'elles sont objectives, sont pas objectives, et qu'est-ce qu'ils représentent? C'est-à-dire, pour donner notre avis et pour donner nos orientations envers les conditions d'exécution du budget, on ne peut pas donner parce que le gouvernement apporte des réponses vagues. Apporte des réponses vagues. C'est pour cette raison. Et aussi qu'il y a d'autres volets qui n'est pas mentionné même dans le rapport de la Cour des comptes. Donc, concernant le côté économique et social. Ça reste quand même. C'est-à-dire pour comment dirais-je, c'est pour la loi de finances. La loi de finances 2012. Normalement, c'est pas une répartition de crédits votés, mais aussi, normalement, elle doit porter une politique de croissance économique et sociale. Et prendre en considération à notre niveau, nous à notre niveau de l'APN, on ne peut pas contrôler est-ce que c'est vrai, ces objectifs sont réalisés ou non. Voilà, donc les différents débats, les idées, surtout, c'est-à-dire les remarques positives ou négatives, donc qui sont données par les députés, ne sont pas prises en considération par rapport à l'élaboration de ce genre de texte. Madame Mziani. Moi, je considère que, enfin, selon le rapport de la Cour des comptes toujours, parce que c'est lui qui est chargé d'effectuer un contrôle sur le terrain, qu'il y a un manque de réalisme et d'appréhension convenable dans l'évaluation des prévisions initiales rapportées aux projections définitives arrêtées. Donc, cette pratique qui est toujours à l'origine de fréquentes révisions, modifications et ajustements opérés au cours de la gestion par voie législative et réglementaire porte parfois des atteintes à certains principes budgétaires, notamment le principe de l'annualité budgétaire, ce qui affecte, ce qui est un préjudice en fait sur la mise en place des crédits, c'est-à-dire qu'on les attribue de façon très tardive et on a du mal aussi à connaître l'exactitude des autorisations budgétaires. Donc, pour ce qui est du contrôle proprement dit, moi je dirais que le contrôle de la loi de règlement budgétaire effectué par l'APN, je ne pense pas que l'ensemble des ministères le prennent en considération. Parce que nous, en fait, en pratique, on a constaté que certains ministres viennent débattre avec nous, ils acceptent d'être auditionnés par l'APN et apporter du moins leur réponse aux questionnements et remarques sur les dysfonctionnements relatés par la Cour des comptes, au moment où d'autres refusent catégoriquement de se présenter. Moi, je comprends pas. D'où, je pense qu'il n'y a pas utilité de cette loi, parce que si on doit vérifier ou on doit procéder à un contrôle efficace et judicieux, il faut qu'on soit objectif. Il faut pas qu'on applique la politique de 2 poids et 2 mesures. C'est-à-dire que les ministres finalement qui viennent chez nous, on les pénalise, et ceux qui ne viennent pas, ils sont indemnes. On ne peut pas appliquer cette politique. Donc en principe, puisque tous les ministères reçoivent des budgets, tous les ministères, ils sont tous censés être contrôlés. Et puis, il n'y a pas de mal à commettre des erreurs. Le mal, c'est de perdurer, à continuer dans les mêmes erreurs et dans les mêmes dysfonctionnements. Parce qu'on est être humain, donc on est appelé à faire des erreurs. Mais l'essentiel, c'est qu'elles soient pas délibérées et que il n'y a pas une volonté délibérée d'aller dans tel dysfonctionnement ou tel dysfonctionnement. C'est ça le problème. Surtout. Absolument. Et la correction, apporter des correctifs à sa gestion n'est pas un tort. Au contraire.
Justement, un des points très importants, donc beaucoup appellent à réduire l'année de référence de l'étude de la loi sur le règlement budgétaire, et ce pour permettre donc un contrôle plus efficace de la gestion des fonds publics. Donc déjà, le ministre des Finances a fait savoir que son département visait, tel que préconisé par plusieurs membres de l'APN, à réduire l'année de référence de l'étude de la loi, de la même loi à une année au lieu de 3 ans comme se fait actuellement. Donc, qu'est-ce que cela va ajouter pour l'économie déjà? C'est vrai, c'est-à-dire pour l'année de référence, c'est le N-3, c'est-à-dire c'est une disposition arrêtée par la loi de finances 84-17. C'est-à-dire N-3, donc N-3, beaucoup disent que c'est quand bien même, sûr, N-3 c'est trop. N-3 c'est trop, c'est-à-dire on peut pas contrôler c'est-à-dire l'exécution de l'année 2012 et on est en l'année 2015. Voilà. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui sont changées. Exactement. Il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire le 1000 dinars de 2011, ils valent 900 dinars en 2012. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui sont changées et peut-être c'est vrai qu'on demande toujours la diminution de l'année de référence pour N-1 à la rigueur N-2. Mais jusqu'à présent, le gouvernement, il dit qu'on ne peut pas arriver à ce niveau. C'est par voie de conséquence, on reste demandé toujours que cette année de référence doit être baissée vers N-2, vers N-1 et à la rigueur N-2. Voilà. Oui, moi, je pense que déjà N-3, c'est trop long parce que ça nous permet pas d'effectuer un contrôle efficace. N-2, c'est plus raisonnable parce que pour parler de N-1, c'est pas possible parce que vous savez qu'il y a les périodes complémentaires qui vont jusqu'à mois de mars. Donc, on ne pourrait pas parler de N-1, mais N-2 nous permettrait quand même d'assurer un contrôle beaucoup plus efficace que N-3. Mais moi, par contre, ce que j'ai à dire concernant certaines dépenses imprévues, il me semble que l'imputation sur le budget de l'État de certaines dépenses dites imprévues, insuffisamment renseignées, qui prennent d'année en année de l'ampleur, constitue aussi pas mal d'interrogations, suscite pas mal d'interrogations pour nous, les parlementaires, parce que la plupart de ces dépenses ne sont pas soumises à un contrôle parlementaire et elles sont très importantes. Nous avons ici des charges récurrentes aussi qui ne manquent pas d'affecter aussi de plus en plus l'équilibre budgétaire, c'est ce qu'on appelle les charges communes. Donc, pour qu'il y ait plus de transparence et qu'il y ait plus d'efficacité, en principe, ce genre de dépenses, elles doivent être soumises au contrôle parlementaire, tout comme les CAS. C'est-à-dire que les comptes d'affectation spéciaux aussi, ils sont pas soumis de façon correcte. C'est-à-dire nous avons les chiffres, mais nous n'avons pas les actions. Donc à quoi bon de contrôler les chiffres sans connaître quelles sont ces actions? Et puis parfois, il y a certains cas qui cumulent des reliquats, qui sont des crédits qui sont mobilisés et qui sont pas en fait utilisés pour les objectifs dans lesquels ils ont été créés. Donc voilà. Ceci aussi constitue une déperdition des dépenses de l'État. C'est-à-dire du moins si on veut procéder à une gestion efficace et une rationalité des dépenses, il faudrait quand même penser à minimiser un petit peu les dépenses imprévues et aussi les charges communes qui contiennent des provisions très importantes, parfois qui ne sont pas utilisées. Donc on ne connaît même pas leur gestion, c'est une gestion complètement opaque. Donc voilà. Et pour ce qui est de la prévision aussi, je dirais que par rapport aux dépenses plutôt par rapport à la prévision de nos budgets, les constatations, enfin les prévisions par rapport aux dépenses réellement concrétisées, il y a un écart important. Donc ce qui fait que en fait la prévision chez nous laisse à désirer. Voilà. Est-ce qu'on prend en charge, en compte plutôt, le rapport de la Cour des comptes? Le problème qui se pose, c'est que si on avait pris en considération tous les dysfonctionnements qui ont été relatés par la Cour des comptes durant les exercices antérieurs, on ne serait pas là aujourd'hui. Parce qu'il ne suffit pas d'attendre à ce qu'il y ait une chute du baril du pétrole pour prendre des mesures prudentes pour pouvoir gérer à mieux. En principe, quand on doit gérer un budget, on doit toujours lui
le gérer de façon prudente. Parce que s'il n'y a pas un contrôle efficace, que ce soit pour les dépenses de fonctionnement ou que ce soit pour les dépenses d'équipement, notamment dans la consommation des crédits et dans la réalisation des projets il y a des inscriptions de projets parfois qui durent pendant 8 ou 10 ans, ils n'ont pas été lancés au moment où on inscrit d'autres projets. Tout ça, c'est des perditions d'argent. Bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas consommés, mais d'un autre côté aussi, les projets ne sont pas réalisés. Donc, ce qu'on a fait, en fait, dans notre pays, c'est qu'on a créé les infrastructures, mais l'activité proprement dite, on l'a pas faite. Parce que si, maintenant, on se dit, mais il faudrait qu'on fixe un calendrier pour sortir un échéancier, pour sortir de la crise de dépendance du pétrole, par exemple, on s'est dit, un échéancier de 10 ans, chaque année, je consacre 10% pour sortir pour créer une substitution à la rente pétrolière, c'est-à-dire une économie de substitution à la rente pétrolière. 10%, je sors un petit peu de l'omnipotence des hydrocarbures. À ce moment-là, on pourrait, à l'instar de certains pays développés, tels que la Corée du Sud, tels que dernièrement la Turquie, on pourrait réaliser pas mal de choses. Nous avons quand même beaucoup de choses qui nous pourraient nous permettre de créer une diversification économique, de développer un partenariat étranger, de réhabiliter les secteurs productifs, associer notre diaspora qui est complètement marginalisée, alors qu'en Chine, la diaspora, elle constitue le meilleur partenaire pour l'État. Donc, surtout que nous avons une diaspora très importante au niveau de l'Europe. Oui. Donc, tout ça pourrait contribuer notamment à l'enrichissement de notre économie. Oui. Monsieur Belkaïd, voilà. Et par rapport aux projets déjà lancés, par exemple, dans l'année 2012, est-ce qu'on a réalisé que ce genre de projets auxquels on a consacré des sommes peut-être énormes ont été déjà concrétisés lors de l'étude du projet de loi? Vous voulez parler des budgets d'équipement. Pour le budget d'équipement, c'est-à-dire la Cour des comptes a signalé quelques remarques concernant le budget d'équipement. Première remarque concernant le recours intensif aux réévaluations. Il cite le chiffre de 6,7 projets réévalués, dont on ne sait pas, c'est-à-dire la grandeur de ce chiffre, lorsqu'on dit 6,7 du nombre de projets, ou bien 6,7 de la masse monétaire destinée vers le budget d'équipement. C'est-à-dire justement, cette remarque, elle n'est pas claire. Cette remarque, elle n'est pas claire. Lorsqu'on fait recours, je rejoins l'avis de Hayat concernant pour le budget de fonctionnement, le recours intensif comment dirais-je, c'est-à-dire pour la modification des transferts et virements. Voilà, comment dirais-je, la masse monétaire qui existe pour le budget de fonctionnement concernant la révision des comment dire, des grilles, les grilles révisées. C'est-à-dire il y a ce qu'on appelle comment dirais-je ça en français, c'est-à-dire il y a un abus de recours. Comment dire, charges communes. Pour les charges communes, voilà. C'est-à-dire il y a une révision intensive, il y a un recours intensif aux charges communes pour réviser les crédits votés concernant le budget de fonctionnement. C'est pour la même manière pour les budgets d'équipement, il y a un recours intensif aux réévaluations des projets et aussi concernant le retard d'exécution des projets. Donc le budget d'équipement dépasse peut-être le budget de fonctionnement. Pour la réévaluation, c'est vrai qu'il dépasse. C'est vrai que certaines réponses du gouvernement, il dit qu'il s'agit de restructuration des projets, mais ça reste toujours que c'est des projets non maturés. C'est-à-dire l'étude, elle n'est pas maturée. Lorsqu'on a fait recours à la réévaluation ou à la restructuration, ça prouve que c'est-à-dire l'étude, elle n'est pas bien maturée et ça fait coûter le trésor public et le budget de l'État. Manque à gagner. Le manque à gagner, comme dit ma collègue, c'est-à-dire surtout en matière d'inflation. C'est-à-dire pour l'inflation, il faut bien mesurer les choses. Puisque le 1000 milliards, le 1000 milliards de 2011,
en valeur est égal à 900 milliards de 2012, parce qu'on a une inflation de à peu près 10%. À peu près 10%. C'est-à-dire il faut comptabiliser le manque à gagner pour l'inflation. C'est-à-dire nous, j'ai entendu des experts dire que lorsqu'on fait pas exécuter ce projet cette année, on le retransfère pour l'année prochaine. C'est-à-dire on n'a pas volé l'argent, mais on a. Ça reste donc toujours en cours et ça va donner. Voilà, mais il faut faire face. Mais il faut faire face à ce que perd le Trésor public concernant c'est-à-dire l'impact de l'inflation. Voilà. Justement, par rapport à cette même question, Madame Ziani, si on trouve que ces projets n'ont pas donné leurs fruits, n'ont pas été réalisés comme on l'avait programmé dès le départ, qu'est-ce que ça engendre par rapport au coût qu'on perd économiquement surtout? Justement, moi, je vais rejoindre mon camarade quand il a dit concernant les réalisations financières, concernant le budget d'équipement, il a été constaté des insuffisances de maturation de projet, il a été constaté également absence de sérénité dans le lancement des opérations d'équipement, comme il a été aussi constaté un faible rythme de consommation des crédits, ce qui a coûté, comme vous venez de le dire, beaucoup pour l'État. Et aussi des défaillances dans le suivi de l'exécution des opérations d'équipement. Comment on gère cette situation? Justement, je vais y venir. Et des lenteurs dans la réalisation des projets d'investissement. C'est-à-dire que finalement, tout ça coûte 3 fois ou 4 fois ou 10 fois plus pour l'État, donc on débourse beaucoup plus d'argent. Donc on reçoit, la réception se fait de façon tardive pour ce qui est de ces infrastructures qu'on doit créer. Tout à fait. Il y a une perte de temps, une perte de délai, une perte d'argent. Donc tout ça, et ça a un impact aussi dans le cadre de la croissance économique. Il faut reconnaître aussi que durant la période de 2012, le taux d'inflation, comme il venait de le dire mon camarade tout à l'heure, a atteint 8,89%. C'est un taux c'est-à-dire qui n'a jamais été atteint, même après la crise de 2009, suite à la crise économique mondiale qui a été connue, suite au choc extérieur. Donc, tout ça, le motif est dû, d'après ce qui nous a été dit par le ministère des Finances et même dans les rapports de la Banque d'Algérie, est dû à l'augmentation des produits frais et de la viande ovine. Finalement, c'est le poulet qui a créé toute cette inflation. En fait. Donc, ceci est inquiétant parce que si maintenant, moi, j'inscris des opérations et puis finalement, je ne réalise pas, ceci suscite un manque de suivi. Un manque de suivi et même une légèreté dans l'octroi des crédits. Parce qu'en principe, je ne dois pas octroyer des crédits pour une opération d'équipement, sauf si je m'assure que l'assiette est disponible, je m'assure que toutes les conditions sont réunies pour pouvoir réaliser ce projet dans les délais prévu. Maintenant, si je dois octroyer des crédits sans qu'il y ait déjà une maturation au niveau des ministères des Finances, ceci aussi peut créer des problèmes, notamment dans cette conjoncture dans laquelle nous vivons actuellement avec la chute du prix du baril du pétrole. Donc maintenant, toute opération doit être, ne doit pas être, c'est-à-dire toute autorisation de programme ne doit pas être attribuée que si les conditions de la réalisation de cette opération sont réunies. Autrement dit, sinon, ça serait des déperditions, des mobilisations de crédits pendant des années et des années, qui sera suivi de réévaluations récurrentes. Parfois, ça nécessite des restructurations, parfois des réévaluations, parfois les deux à la fois. Donc, tout ça, c'est une perte de temps et c'est des coûts importants pour l'État. Bien sûr. Ouais. Nous allons nous arrêter un court moment, juste le temps de passer un flash d'information. On revient dans la deuxième partie de Jeudi Économie. Deuxième partie de votre émission Jeudi Économie consacrée au projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2012 qui a été voté donc par l'Assemblée populaire nationale. Ce texte qui porte sur l'exécution effective de la loi de finances complémentaire 2012 et qui indique que le déficit réel du budget de l'État avait été de 3 570 milliards de dinars contre une prévision de 4 276 milliards de dinars par la LFC 2012, soit un différentiel en baisse de 16,5% par rapport aux prévisions.
Que signifie ce genre de mesure financière pour la gestion du budget d'un État? Beaucoup appellent à réduire l'année de référence de l'étude de la loi sur le règlement budgétaire et ce pour permettre un contrôle plus efficace de la gestion des fonds publics. Pourquoi? Quels seront les acquis économiques? Pour répondre à ces questions et bien d'autres, mes invités sont Hayat Tayati, député Front des Forces Socialistes, est avec nous également Monsieur Belkayed Abdelaziz, député MSP, Mouvement de la Société pour la Paix. Je voudrais revenir sur un point important déjà évoqué lors du débat à l'APN, la question des postes vacants, donc estimés selon la Cour des comptes à 143 000 postes en 2012 et 130 000 en 2011, tout en enregistrant un reste à réaliser des projets à 188 milliards de dinars. Comment revoir ce problème, Madame Tayati? Le problème des postes budgétaires est un problème récurrent qui revient chaque année. En fait, c'est parmi les raisons qui ont été évoquées par les différents ministères ou les représentants des secteurs des différents secteurs ministériels et les retards dans l'exécution du plan de gestion. En fait, en 95, quand on a instauré l'élaboration du plan de gestion, c'était beaucoup plus pour faciliter la carrière des fonctionnaires pour pouvoir, c'est-à-dire bénéficier des promotions sur le plan interne et avoir des promotions sur le plan externe. Mais le problème des postes budgétaires, il ne se pose pas uniquement dans le cadre de postes budgétaires à l'externe, comme vous venez de le dire. Il y a un autre problème, qui est le problème de l'évolution de carrière des fonctionnaires. Parce que quand on reçoit, par exemple, 10 postes budgétaires dans un secteur, vous savez que ces 10 postes budgétaires sont répartis en décimales. 6 postes, par exemple, sont consacrés pour un recrutement externe. 30% de ces postes, qui est de 3, sont consacrés aux examens professionnels pour le personnel qui travaille, qui exerce son activité, et 10% dans le cadre de la promotion au choix. Donc, en fait, l'ensemble de ces postes affecte aussi l'évolution de la carrière des fonctionnaires qui sont en activité. Donc, le fait de ne pas organiser ces plans de gestion au moment voulu, moi, d'ailleurs, j'ai parlé au ministre des Finances, je lui ai dit, monsieur, puisque vous êtes venu ici en tant que représentant du gouvernement, il faudrait trouver des solutions radicales à ce problème, parce que chaque année, on doit parler des mêmes problèmes, parce qu'il suffit de réunir, en fait, le représentant de la fonction publique, le représentant des secteurs douaniers, et le représentant des ministères de la formation professionnelle pour l'organisation des concours et examens. Et le fait, si je reviendrai au problème que je vous ai dit tout à l'heure, c'est quand on reçoit des crédits de manière tardive, quand il y a une mauvaise prévision, quand il y a un mauvais réalisme dans la pratique, parfois ceci, parmi ces conséquences, c'est la réception tardive des crédits au niveau, par exemple, des établissements ou au niveau de certains secteurs. Donc, le fait de recevoir les crédits tardivement, les plans de gestion, c'est un impact négatif sur l'élaboration des plans de gestion, donc retard dans l'exercice, plutôt l'élaboration des plans de gestion. Et puis, quand on élabore ces plans de gestion, il faudrait prendre attache avec les centres de formation. Et quand on prend attache avec les centres de formation, parfois, le principe d'annualité est affecté parce que l'organisation des concours se fait l'année d'après. Et parfois même, le paiement des factures relatives aux frais d'examen, on le fait l'année d'après. C'est ce qui constitue une atteinte au principe de l'annualité budgétaire, tel que énoncé par la Cour des comptes, que je tiens, à travers cette émission, à remercier infiniment pour le travail énorme qu'ils ont effectué. Je remercie les magistrats de la Cour des comptes, ainsi que l'institution elle-même, parce que cette année, elle nous a fourni beaucoup plus d'éléments, ce qui nous a permis quand même, avec mes collègues dans la commission des finances, dont je fais partie avec M. Belkayed ici présent avec nous, donc à pouvoir faire quand même une certaine analyse sur l'ensemble des activités établies par ces différents secteurs. Monsieur Belkayed, justement sur ce point-là, le ministre des Finances a donné des réponses. Il a énuméré trois catégories et 3 causes de vacances par rapport à ces postes budgétaires. Je pense que Sadr Hayat a bien expliqué le phénomène
des postes vacants, moi j'ai cité tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a 3 causes déclarées c'est-à-dire apportées par le gouvernement concernant les postes vacants. Mais seulement, je veux bien c'est-à-dire citer un problème de fond. Parce que au niveau du budget, si on remarque que le budget de fonctionnement maintenant dans l'exercice 2012, il s'est augmenté de 66, il est de l'ordre de 66,25 de l'ensemble des dépenses. Et pour le budget d'équipement, il est de 33,75. C'est-à-dire, c'est un comment dirais-je, c'est un indicateur. C'est un indicateur qui prouve qu'il y a une faiblesse en matière de prévision. Et la faiblesse en matière de prévision, elle est causée par, c'est-à-dire la gestion, lorsqu'on fait recours, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on fait toujours recours à comment dirais-je, le budget de charges communes. Pour le budget des charges communes et pour le budget d'équipement, on a toujours recours au FRR, le Fonds de régulation des recettes. Et pour la gestion des budgets d'équipement, on a toujours recours au CAS. C'est-à-dire, c'est par comment dirais-je, c'est par mode de fonctionnement des finances publiques par le biais de ces budgets qui sont opaques. C'est-à-dire, le gouvernement n'arrivera jamais à résoudre ces problèmes parce que elle est toujours faible vis-à-vis la prévision. C'est pour cette raison, elle peut pas résoudre les problèmes des postes vacants, de la réévaluation et les autres problèmes cités cités dans le rapport de la Si on arrivera un jour d'enlever les casses et de diminuer la somme des charges communes et concernant la gestion des budgets, soit le budget de fonctionnement, le budget d'équipement, le recours au FRR, dans ce cas-là, on peut résoudre plusieurs problèmes concernant la prévision. Et c'est-à-dire le problème des postes vacants, c'est l'un des problèmes. Est-ce que c'est pris en considération quand même? C'est un problème important par rapport à l'économie, au budget. C'est-à-dire c'est grave lorsqu'on a de l'argent. C'est grave lorsqu'on a de l'argent. On a de l'argent et on peut, c'est-à-dire nous permet d'ouvrir des postes vacants pour la résorption du chômage, et on peut pas gérer ce problème. Donc c'est un problème de gestion. C'est un problème de faiblesse de gestion. C'est-à-dire, on peut fermer les yeux lorsqu'on n'a pas de l'argent, lorsqu'on n'a pas les moyens, c'est-à-dire d'ouvrir ou bien de faire ouvrir les postes pour la résorption du chômage, on dirait. Mais lorsqu'on a les moyens, on a de l'argent, on a tout, et le problème se pose au niveau de la gestion, donc c'est grave. Donc c'est un indicateur de faiblesse pour la gestion. Oui, c'est des sommes quand même colossales qui sont consacrées à cette frange de la société. C'est une problématique donc qui revient à chaque fois. Madame Chuitem du Parti des Travailleurs, nous évoquions à l'instant donc la problématique et la question des postes vacants, donc estimés à 143 000 postes en 2012, 130 000 2011. On enregistre également un reste à réaliser de projets de 188 milliards de dinars. Comment revoir la chose? Comment pourrait y remédier? Est-ce qu'on a pris en considération cette problématique? Bonjour d'abord, et je m'excuse pour tout ce retard. Il apparaît clairement que la circulation qui persiste à Alger est un vrai problème, et le conseil interministériel que nous avons fait avant l'Aïd, en présence de monsieur le Premier ministre, heure de débat, ça empêche, y compris les politiques, de faire deux choses à la fois. C'est impossible, parce que j'avais des engagements politiques ce matin. Alors, j'ai écouté attentivement les interventions de mes deux collègues du MSP et du FFS. Nous partageons en gros l'essentiel des préoccupations. Elles sont même contenues dans le rapport de la Cour des comptes. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, ça revient. Donc il est clair, parce que la loi règlement budgétaire est instrument politique pour nous, pour le contrôle a posteriori de l'exercice
d'abord sur le plan gestion de l'argent public, mais aussi des politiques gouvernementales. Donc ces deux aspects sont importants. Si sur le plan technique, gestion, on se réfère plus à la Cour des comptes, parce que nous n'avons pas les moyens, ni en tant que Parlement, et aucun parti ne peut d'ailleurs contrôler sur le plan financier. Et sur le plan politique, il appartient à chacun de tirer les conclusions. Alors les 143 000 vacants pour certains secteurs seulement, à peu près 8 à une dizaine de secteurs, est un véritable problème. Ne peut pas, les réponses données par les différents ministres ne peuvent pas répondre à cette situation. Dans un pays où la majorité des universitaires sont en chômage, où la question du chômage est cruciale, où la jeunesse souffre de cela. Oui. Donc ça pose le problème de la politique d'emploi. La politique aussi de réévaluation des projets à chaque fois, comme l'a expliqué mon collègue, et aussi la question des outils de l'État pour réaliser. Il y a l'octroi des assiettes, effectivement c'est un problème, parfois c'est les wali, parfois c'est manque de maturation du projet, mais aussi nous n'avons pas les moyens de réalisation, les entreprises qui vont réaliser. Et là c'est un vrai problème surtout dans les régions reculées, les régions du Sud. Et ça a une incidence sociale sur le comment on appelle, le développement local et le service public. Donc oui, nous avons émis beaucoup de remarques, mais non, l'attente des différents groupes d'ailleurs, mais l'attente du Parti travailleur, que les remarques et de la Cour des comptes et des députés, les nôtres notamment, soient prises en considération, qu'il y ait des mesures à même d'arrêter cette situation récurrente. Troisième et dernière partie de votre émission jeudi, économie, consacrée au projet de loi portant règlement budgétaire pour l'exercice 2012. Donc, Madame Chuitem, nous évoquions, donc on parlait de la question des postes vacants en Algérie. C'est coûteux, c'est des dépenses également. Est-ce que des choses ont été prises en considération à l'issue du débat déjà? Non, c'est surtout des cadres qui ne sont pas en fonction, qui sont restés chômeurs. C'est ce que ça signifie pour nous. Et des cadres qui ont été empêchés, ou des fonctionnaires qui ont été empêchés d'évoluer dans leur carrière. Donc c'est ça le problème. C'est déjà chaque année, dans chaque loi de finances, si vous avez remarqué, le nombre de postes ouvert est très en deçà, non seulement des besoins en matière d'emploi chez la jeunesse, mais aussi en matière, c'est-à-dire d'administration publique. Nous sommes sous-administrés, dans les grands secteurs surtout. Et les raisons données ne répondent pas réellement à cette chose, à cette question. Donc oui, chaque année on fait des remarques, mais apparemment c'est pas encore réglé. Il y a problème de la fonction publique, le problème des concours, problème quand nous disons par exemple qu'il n'y a pas de profil, qu'on peut pas recruter un enseignant d'anglais au français au sud, là c'est un problème. C'est pas normal de priver des élèves d'examen, surtout en classe d'examen, d'enseignants, surtout de mathématiques ou de français, alors que nous avons dans certaines wilayas où il y a les facultés, surtout en nord, de chômeurs en ces langues. C'est tout simple. Donc parfois, par exemple en santé, il y a des médecins spécialistes qui ne rejoignent pas. Là, ça pose problème du service civil, parce que c'est des femmes avec des enfants en bas âge, envoyées dans des régions reculées, le mari qui est dans un autre secteur. Donc, c'est toute la politique de l'emploi et celle liée à l'emploi, c'est-à-dire sectoriel, qui est posée comme problème. Pas uniquement l'affectation de ces postes. Il y a aussi l'évaluation politique que permet cette loi, c'est l'évaluation de la politique fiscale. Pour nous, c'est important, Parti travailleur. Dans les chiffres donnés par la Cour des comptes, il y a plus de 9 000 milliards de dinars qui n'ont pas été... Il n'y a pas eu le recouvrement de cet argent. C'est les caisses de l'État, et là, ça pose un véritable problème. Et donc, les instruments de recouvrement sont faibles, tels que signalés. Il y a un manque de coordination aussi au niveau de tout l'appareil fiscal. Il y a aussi le manque à gagner en matière de tarifs douaniers. Donc là, il y a la politique de démantèlement tarifaire qui est posée, surtout par l'application de la coordination avec l'Union européenne. Il y a aussi la politique d'exonération qui est posée. Par exemple, le sucre et l'huile. Plus de 20 milliards de dinars d'exonération, et le prix de ces matières premières, ou essentielles plutôt, n'a pas baissé, alors qu'au niveau de la bourse, il a baissé. Et comme c'est le monopole privé qu'il y a dans ces secteurs, ça pose un véritable problème. Pour nous, au Parti travailleur, il s'agit, à la lumière de toutes ces données, officielles même, d'arrêter, de corriger cette politique, de l'arrêter, d'autant plus, comme le signale la Cour des comptes, il n'y a pas eu
d'évaluation, il n'y a pas eu de bilan de ces politiques, différentes politiques appliquées. Et ça affaiblit non seulement le trésor public, mais l'État comme tel, surtout qu'il y a la situation économique internationale, les enjeux notamment au prix du pétrole, mais aussi les besoins nationaux qui exigent à ce que tout cela soit corrigé. Il y a un point aussi que je voudrais donc aborder, donc la politique des subventions qui a été l'un des thèmes soulevés lors des débats de cette loi, donc la loi sur le règlement budgétaire. Cette réaction déjà intervient suite à une déclaration donc du ministre des Finances lorsqu'il avait évoqué récemment une nouvelle démarche du financement du service public et la limitation des subventions aux seules couches défavorisées. Est-ce que dans le contexte actuel, les choses doivent changer, Madame Tayati ? Bon, je vous remercie. Donc, je joins aussi mon idée avec celle de Nadia quand elle a dit, quand elle a parlé un petit peu sur la politique d'emploi. Avant d'y arriver à ce que vous venez de dire, il y a aussi le problème aussi au niveau de l'activité économique, c'est-à-dire on a octroyé quand même des subventions pour la politique de l'activité économique, notamment dans le cadre de l'insertion des diplômés et la politique aussi dans le cadre de l'insertion professionnelle. Or, ce que nous avons constaté, c'est que cette politique n'a pas réalisé les objectifs escomptés. Et au niveau du ministère de l'Emploi, de la Sécurité de l'Emploi, nous avons constaté que finalement, il n'y a pas une traçabilité de ces dépenses. Il n'y a pas eu de cahier de charge, ni un compte d'emploi qui retrace en fait l'utilisation de ces crédits pour pouvoir aboutir à cette politique d'insertion professionnelle. Ceci d'une part. Maintenant, pour ce qui est de la politique de subvention, c'est-à-dire aider finalement maintenant subvention, il y a deux volets. Il y a le volet social, il y a le volet économique. Donc les exonérations, si on parle des exonérations fiscales pour ce qui est de l'investissement, ça moi ce que je voudrais dire notamment au profit de l'ANSEJ et au profit de l'ANDI et au profit des dispositifs mis en place, là on n'est pas contre cette politique, le fait d'aider ce dispositif à émerger, mais on est contre qu'il n'y ait pas de suivi de ces crédits. C'est-à-dire que maintenant, si je dois vous aider à créer votre entreprise durant 5 ans, mais il faudrait qu'après ces 5 ans, je vois quelles sont les retombées de cette exonération sur le développement économique, son impact sur la création de richesses et son impact également sur la création d'emplois. Parce que sinon, ça serait des distributions qui se font comme ça de façon anarchique, où il n'y a pas de suivi. Donc, c'est des déperditions et des manques à gagner pour le Trésor. Ceci d'une part. Maintenant, pour ce qui est des subventions qui sont faites pour le sucre, le lait et céréales, ces subventions, le fait qu'elles soient comme ça de façon sans ciblage, bon, c'est vrai que c'est difficile de cibler maintenant parce que qui c'est le démuni ? Qui peut nous déterminer qui est le démuni ? À un certain moment, pour le secteur de la santé, quand on voulait parler de la définition des démunis par le ministère de la Solidarité, jusqu'à présent, nous n'avons pas une définition correcte du démuni, parce qu'il y a un problème dans ce sens. Maintenant, cette politique de ciblage, plutôt cette politique de subvention, elle a encouragé aussi la sphère informelle à se développer. Cette sphère riche qui a créé des fortunes, qui n'a pas suivi le canal des fortunes réelles. Donc, ces subventions profitent aussi, même à nos frontières. C'est-à-dire, elle a permis certains détournements, notamment pour ce qui est du lait, du carburant. Donc, on subventionne de façon indirecte les pays voisins. C'est ça le problème qui se pose. C'est-à-dire que le riche et le pauvre, en fait, bénéficient de ces subventions parce qu'il n'y a pas de ciblage. Mais le problème aussi qui se pose, le fait de dire maintenant, il n'y a que les couches pauvres qui ont bénéficié. Définissez-moi d'abord qui sont ces couches. Qui doit le définir? Parce que maintenant, avec l'informel, tout le monde est démuni. Et pour ce qui est des prélèvements d'impôts, maintenant, on constate, notamment pour ce qui est du produit d'impôts, en fait, des contributions directes, on constate que finalement, ce sont les salariés qui payent plus d'impôts, notamment dans le cas de l'IRG. On constate qu'ils constituent à raison de 64,03%, au moment où l'IBS doit contribuer de façon quand même considérable
il le fait pas parce que tout simplement, nous avons les encouragements à l'investissement, donc qui constituent quand même un manque à gagner pour le Trésor pour quelque temps. Le temps de voir, c'est retombé, comme je venais de le dire, sur le développement. Nous avons la sphère informelle, c'est-à-dire beaucoup de transactions ne sont pas facturées, donc ce qui constitue quand même un problème. L'incivisme fiscal, l'évasion fiscale, un ensemble de problèmes qui se posent véritablement. Et à travers aussi ces exonérations, nous avons favorisé l'importation. La préférence au produit national, ce n'est que ces jours-ci, parce qu'il y a un problème de chute du baril du pétrole, qu'on parle de la production nationale. Pourquoi on ne parle pas de ça avant, même si on est en aisance financière? La production nationale doit être encouragée et on doit décourager l'importation à travers des paramètres fiscaux, c'est-à-dire en mettant des barrières fiscales. C'est comme ça qu'on pourrait... et il faudrait que le produit national aussi soit compétitif. Oui, Madame Chuitem, brièvement, puisqu'on a plus le temps. Alors, brièvement, oui, nous avons malheureusement écouté Monsieur le ministre, et heureusement que le Premier ministre est venu après pour confirmer qu'il n'y aura pas touche. C'est-à-dire, on ne va pas toucher aux subventions, à la gratuité des soins, de l'école et tout. Même chose pour Monsieur le ministre de la Santé qui a dit qu'on ne va pas revoir... parce que il faut quand même rappeler que le caractère social de l'État, c'est-à-dire les acquis sociaux, constituent l'essentiel des acquis de l'indépendance. Ça n'a pas été offert. C'est pas parce qu'on avait de l'argent, parce que le peuple algérien, quand il a arraché l'indépendance de l'Algérie, il a arraché aussi ses droits sociaux, notamment le droit à l'école, aux soins, et puis la subvention de l'énergie, des aliments de base, le logement et tout. Et puis, il s'agit aussi c'est une question aussi de cohésion sociale, de stabilité sociale. Les études, déjà il y a des années de cela, ont démontré que pour manger uniquement algérien, pour vivre dans un seuil minimal acceptable, il faut que le revenu minimal soit de 35 000 dinars. Or, le SMIC est de 18 000. Donc, la majorité, et les chiffres de l'ONS et officiels l'attestent chaque année, la majorité des Algériens sont soit pauvres, soit à la limite de l'acceptable. C'est-à-dire même les travailleurs, les fonctionnaires, même les familles où les couples travaillent, même les cadres vivent à peine moyennement. C'est-à-dire même la classe moyenne se suffit à peine. Donc si on touche à ces acquis, on va toucher au fondement de toute la société algérienne, et le Parti Travail s'inscrit en faux contre ces déclarations. Alors oui, il y a un problème économique. Oui, le baril de pétrole a baissé. Mais la question qui se pose, comment développer, quelle politique développer pour assurer, conforter d'abord et garantir les acquis que nous avons enregistrés, mais aussi assurer la meilleure vie pour les Algériens. Donc déjà, recouvrement des impôts, une véritable politique d'investissement public pour la production, soutien à la production et non au commerce, et la défense du produit, la préférence nationale pour le produit national. Et merci. Monsieur Belkhaïed, en un mot. Oui. Je précise une remarque. Concernant la subvention, oui. il faut faire une très grande différence entre le caractère social de l'État, qui c'est un principe, et faire une subvention de tout pour tout. C'est-à-dire le ciblage. Pour le ciblage. C'est-à-dire, nous, personne ne peut être contre la subvention. Mais seulement, il ne faut pas subventionner tout pour tout. Il faut faire justement le ciblage, sinon on n'arrivera jamais à résoudre les problèmes tels que cités par Hayat, l'informel, etc. C'est-à-dire, il faut redresser cette situation pour que l'État faire une différence entre le social et l'économie et la politique. Sinon, si on continue dans cette politique, on va faire détruire notre pays, notre patrimoine, etc. Système économique, voilà. Notamment. Merci beaucoup, Monsieur Belkhaïed Abdelaziz du MSP. Merci à vous également, Madame Tayati Hayat du FFS. Et merci à vous également, Madame Chuitem Nadia du PT. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Nous dirons économie la semaine prochaine.